Nous sommes de retour avec David, Marc et puis Adam. On parlait de ce désordre total, si on peut le dire, au niveau du choix du président de la Commission électorale nationale en République démocratique du Congo. Et c'est Marc Aboflan qui avait la parole. Oui, je disais justement qu'il était important que cette tractation aussi, pour moi, c'est l'expression de la démocratie, quoi qu'on dise. Mais je trouve toujours que l'épiscopat, la Cinco, un membre reconnu avec une belle probité, serait très très bien placé pour prendre ce poste-là, non seulement parce que ils ont déjà démontré dans l'histoire qu'ils étaient capables de dire la vérité quand il faut, mais justement au poste de président de la commission électorale, celui dont on a besoin, c'est quelqu'un qui puisse être capable de dire des vérités et qui puisse être capable de ne pas subir ou qui puisse être capable de résister à la pression des différents groupes politiques aujourd'hui en RDC. Alors David, pour le moment, on peut dire sans détour que c'est indifférent entre les religieux, mais d'une manière sous-jacente, j'allais dire, c'est en réalité des différends entre les politiques. Moi, j'estime que le gouvernement congolais a commis une erreur d'avoir voulu ouvrir d'avoir voulu ouvrir les discussions sur les différentes entités religieuses afin de trouver un choix sur le président de cette commission-là. Pour vous, il y avait mieux à faire? Oui, pour éviter ces éternelles crises, je pense que se basant sur les expériences déjà acquises dans le passé et de ce que l'Église catholique avait investi comme sacrifice pour trouver des solutions à cette crise-là, Tshisekedi et l'ensemble de son gouvernement auraient pu laisser l'opportunité à l'Église catholique de choisir une personnalité qui puisse occuper cette présidence de la CENI. Et l'ensemble... Et comme Marc l'a dit tout à l'heure, on a vu l'influence de l'Église catholique. On veut plus peut-être étendre l'influence là. Et voilà le résultat. Il y avait eu ces mêmes influences, c'était là en RDC, il y a 2 ou 3 ans. Mais l'Église catholique avait un pouvoir. Beaucoup de Congolais se retrouvent dans l'Église catholique. Et ils ont confiance en cette Église aux autres. Et la preuve, quand l'Église catholique avait été appelée au secours de la crise congolaise, elle a apporté une solution, celle qu'aucune autre Église n'a pu apporter. Et la solution a permis de négocier le départ de Kabila, d'organiser des élections pour l'élection d'un autre président. Et donc le gouvernement congolais aurait pu rester dans cette même dynamique en laissant le choix à l'Église catholique de proposer un nom d'une personnalité pour occuper cette commission-là. Et l'ensemble de la population congolaise se retrouverait dans ce choix-là. Voilà que, au nom d'un certain charme de la démocratie, Tshisekedi dit « venez tous » ou « allez chercher la personnalité ». Et voilà le problème qu'il y a aujourd'hui. Ils ont perdu des jours pour trouver cette personnalité. Et vous verrez que au final, avec l'influence des politiques, le choix qui sera fait de ce président risquerait d'apporter plus de problèmes que de solutions. Et ce choix, on l'a vu, le président de l'Assemblée nationale leur avait donné ce vendredi comme la dernière réunion, si on peut le dire. Ils ont raté cette réunion. Oui, c'est la réunion de rigueur, certes, mais ils l'ont raté. Moi, je pense que pour la suite, l'État, surtout l'Assemblée nationale, qui est, disons, l'entité un peu qui coordonne, ou l'entité un peu plus supérieure, qui peut avoir de l'influence sur cette organisation-là, prendra donc ses responsabilités. Mais ce que j'aimerais aussi relever, qui était aussi très important pour pouvoir prendre en compte, lorsque vous prenez les églises charismatiques, surtout charismatiques, plus que même les églises protestantes, c'est qu'ils n'ont pas de tribune d'expression. Ce qui fait qu'à un moment donné, disons, leur expression était voilée par l'épiscopat ou carrément l'église catholique qui était donc à l'avant-garde de toutes les crises. Et comme l'avons dit, et qui a fait en lui cette entité-là qui puisse peut-être créer la confiance. Parce qu'aujourd'hui en RDC, et même à côté le Congo-Brazzaville, lorsque l'église est sollicitée à prendre dans la tête
d'une institution de crise, de toutes les façons, toute la population se retrouve dans cette institution-là. Mais au même moment, il n'en demeure pas moins, puisque vous savez, ce sont des entités qui interviennent dans la vie, dans la vie économique du pays. Lorsque vous prenez l'église charismatique en RDC, il y a une bonne proportion, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de l'assistance. Ils interviennent énormément, puisque ce sont des gens qui sont faits immensément de l'argent. Mais étant donné qu'ils traînent déjà ces boulets, liés au fait que, disons, la provenance de ces ressources-là sont aussi mises à question, puisque les gens n'apprécient pas le fait qu'on puisse, c'est vrai, on intervient dans la vie des gens, mais à un moment, il faut monnayer ce don de Dieu là, ce qu'on ne fait pas. Et la plupart du temps, l'Église catholique, les gens sont réticents à pouvoir leur donner cette confiance-là qu'on donne à l'Église catholique aujourd'hui. Sauf que l'Église catholique, au même moment, est critiquée par ces confessions religieuses-là pour être à l'avant-garde tout le temps, être sollicitée dans les crises. Donc, je pense que c'est de bonne guerre qu'on puisse donc les associer, mais au même moment, il faudrait aussi questionner, disons, cette probité-là de ces personnalités-là qui sont à la tête, qui sont immenses, des milliardaires à la tête donc de ces confessions charismatiques-là qui n'ont pas bonne presse, tout simplement au sein de la population. David, le 30 juillet était la réunion de la dernière chance. La suite, selon vous, la réaction des politiques? Ça va dépendre. Et David a fait bien de souligner aujourd'hui qu'en remettant les autres églises qui, a priori, n'étaient pas au devant de la crise, au centre de la question, Tshisekedi, à mon avis, joue un jeu politique. Je pense que ces dernières années, la RDC est une véritable école pour les professeurs de stratégie politique. On y voit beaucoup de choses. D'abord, on a vu le coup de maître de Joseph Kabila. On voit ensuite comment Tshisekedi essaye d'écarter, non pas d'affaiblir Kabila, mais d'affaiblir autour de lui tous ceux qui représentaient à un moment donné ou ont été des visages de l'époque Kabila. On a vu aussi comment il a recréé cette union sacrée autour de lui. On est en train de voir comment il met en difficulté les églises. Et moi, je pense plutôt aussi que c'est une stratégie pour porter un coup au crédit que l'Église avait dans la stratégie. Parce que c'est possible. L'Église a joué un rôle prépondérant dans l'élection qui a conduit à son arrivée. On a vu comment fermement, malgré tout, l'Église est restée ferme pour dire que Tshisekedi n'a jamais été élu. Nous avons déployé les observateurs et le vainqueur des élections. Nous avons un candidat, mais ce n'est pas celui-là qui est élu. Voilà. Nous avons un vainqueur plutôt. Ouais, ce n'est pas celui-là qui est élu. Et on a vu même que l'Église est allée jusqu'à dire que pour la paix, pour la cohésion civile, nous ne dirons pas le candidat, nous nous tairons, nous laissons faire. Et donc, c'est une véritable... Pensez à Martin Fayulu. Oui, bien évidemment, parce que c'était les trois candidats favoris à cette élection. Et donc, il faut avoir le courage de dire aussi que Tshisekedi, à travers cette stratégie, est en train de porter un coup au crédit des religieux, de l'Église catholique surtout, dans son ensemble. Et donc, il faudrait que l'actuel président de la CENCO puisse prendre en compte tous ces paramètres et œuvrer à trouver une solution. Parce que c'est quand même une réalité. Quand les chrétiens sont incapables de trouver une solution, il ne faut pas attendre meilleur de la part des politiques. Au Togo, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et également du Développement rural, dans un communiqué rendu public ce 28 juillet 2021, alerte sur les fuites d'engrais destinés aux agriculteurs togolais vers d'autres pays frontaliers. Selon le ministre, dans le cadre de l'amélioration des rendements et de la productivité agricole, environ 80 000 tonnes d'engrais NPK 15-15-15 et urée 460/0N ont été mobilisés par le gouvernement pour satisfaire les besoins des agriculteurs togolais et assurer le bon déroulement de la campagne agricole 2021-2022. Sauf que, David Diakbavi, alors, pour le gouvernement, ce sont les propos du gouvernement, il y a des fuites d'engrais. C'est maintenant que le gouvernement s'en rend compte. Les engrais, le marché des engrais n'a jamais été un marché sérieux dans ce pays. C'est pas moi qui le dis. Les engrais, en tout cas, ont fait partir beaucoup de ministres
au ministère de l'Agriculture. Hein. Il n'y a pas de traçabilité. Qui gère les engrais au Togo? On vous dira que c'est une personne qui a officiellement c'est la KGA. tous les marchés et qui arrive à chaque appel d'offres et arrive à réussir à remporter tous les appels d'offres. Et aujourd'hui, si le gouvernement estime qu'il faut mettre de l'ordre dans ce désordre, il est le bienvenu. Et moi, je pense que si le gouvernement veut bien faire, il sait vers où il doit aller. Ouais. Le marché des engrais, tout le monde sait qui est derrière. Tout le monde sait comment ça se passe. Et tout le monde sait comment ces engrais David, si le arrivent à gouvernement franchir. sait là où il doit aller, pourquoi il le dit encore? Et je vous dis qu'il sait. Il a les noms, il a les sociétés. Il sait comment ces engrais sont importés, sont vendus, sont rapatriés dans d'autres pays. Il y a un circuit qui est bien huilé, qui est entretenu par des gens qui ont des noms, qui ont des visages. Et donc que le gouvernement, que moi je soutiens dans ce processus-là, aille loin. Et qu'une fois pour de bon, qu'on arrête cette hémorragie-là. Parce que le marché des engrais est un marché financièrement très bien assis. Lorsque vous arrivez à avoir ne serait-ce que le 1 millionième d'un appel d'offres, vous devenez tout de suite millionnaire. Et vous avez des ramifications qui vous rapporteront beaucoup d'argent. Dans ce processus-là, je crois que le gouvernement a compris la nécessité d'aller dans la lutte contre ces vols, parce qu'il y a des vols, il y a des détournements, il y a des surfacturations. Des gens commandent des engrais, on n'en voit jamais. Donc aujourd'hui, si le gouvernement dit « je veux arrêter cette hémorragie », moi, personnellement, je le soutiens, mais il sait où il doit diriger sa lutte. Marc, votre ami David a donné des pistes. Est-ce que vous aussi, vous avez d'autres pistes? Ces fuites organisées d'engrais, Non, fuite organisée d'engrais. Je pense, hein, tout ça, c'est de la pagaille. Et même le communiqué du gouvernement, c'est, comme on dit, c'est de la pagaille organisée. Pagaille organisée dans ce sens où le gouvernement n'aborde pas, contrairement à ce que David dit, la question d'importation, de gestion des engrais, de comment les engrais sont importés, de quelle qualité d'engrais importés, de comment on les transporte pour qu'ils arrivent au destinataire final. Le gouvernement ne touche pas cette question dans son communiqué. Ce que le gouvernement aborde, c'est plutôt de petits, et il faut avoir le courage de le reconnaître. Vous savez, nous avons des frontières poreuses. Nous avons des gens dont les champs, par exemple, sont étendus sur les deux pays, que ce soit du côté est comme du côté ouest. Et donc, c'est des gens qui achètent 1-2 sacs d'engrais, qui vont dans leur champ, peut-être, qui va jusqu'au Ghana, qui va jusqu'au Bénin. C'est à ceux-là, c'est contre ceux-là que le gouvernement veut sévir. Et alors qu'en réalité, ce ne sont pas eux qui sont maîtres du jeu des engrais. Comme David le soulignait, moi, je ne connais peut-être pas les visages, mais je sais quand même qu'il y a des noms, qu'il y a des personnes qui sont des importateurs. Il y a des noms, il y a des visages. Il y a des noms, des visages. Je ne connais pas les noms ni les visages. Mais je sais quand même qu'il y a des personnes qui sont plutôt très proches du gouvernement, qui sont impliquées dans toute cette logistique d'achat, de revente des engrais, qui ont un marché 80 000 tonnes d'engrais. C'est quand même, que le gouvernement a mobilisé, c'est quand même beaucoup de ressources. Des fois, qui ne va pas directement aux agriculteurs. Des fois, les agriculteurs sont ces engrais sont surfacturés à ces agriculteurs au lieu d'être subventionnés comme on promet. Et donc, pour moi, le secteur des engrais, véritablement, c'est de la pagaille. D'autant plus que nous sommes un pays importateur de phosphate, et producteur et importateur de phosphate qui sert à fabriquer ces engrais. Nous pouvons produire ces engrais, par exemple, sur place, ce qui ne se fait pas. On les importe, dans quelles conditions? Opacité totale. Comment se gère la KG à opacité totale? Et aujourd'hui, le véritable problème, et c'est à ça que répond ce communiqué, c'est pour ça que j'ai dit que c'est de la pagaille. Le véritable problème, c'est que les premières pluies ont commencé, les gens ont fait les semis, ils ont besoin d'engrais pour à utiliser dans leurs champs, mais les magasins où ils s'approvisionnent ne sont pas ravitaillés en engrais. Malgré qu'on dit avoir mobilisé 80 000 tonnes, on ne trouve pas ces engrais-là sur le terrain. Les gens ont les ressources pour acheter des engrais. Les champs sont à un niveau où ils ont besoin d'engrais. On nous parle de la sécheresse, de la vie chère de la sécheresse et de la pluie qui n'est pas arrivée vite et donc qui a fait rater une saison. Pour cette saison agricole-là,
Les agriculteurs ont besoin de ces engrais, mais les engrais ne sont pas en tout cas dans les magasins proches des champs. Et quand le gouvernement a été interpellé, c'est là qu'on sort ce communiqué pour dire que voilà, qu'il y a des gens qui ont des circuits de détournement. Mais s'il y a des circuits de détournement, il faut chercher ces pour moi, il n'y a pas, pour un gouvernement, en tout cas un ministère de l'Agriculture, c'est pas, parce qu'il y a des ministères dans le gouvernement qui font quand même un travail assez sérieux. Si le ministère de l'Agriculture, sur cette question d'engrais, se veut sérieux, j'attends qu'on présente à la presse ceux qui détournent véritablement ces engrais. Mais il faut d'abord il faut aller chercher ces personnes. Qu'on commence par les chercher. Est-ce qu'ils ont besoin d'un top départ pour commencer ces recherches? Je pense nous sommes quand même dans un petit pays, on se connaît, on sait qui fait qui est qui fait quoi. Et le gouvernement connaît, comme David le dit, qui organise ces circuits. Et je pense qu'il faut les interpeller pour qu'au-delà de ce qu'ils disent là, on puisse ravitailler les boutiques en engrais pour les petits producteurs. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui vit de ça. Et donc, de laisser ce matu-vu là, parce que moi je considère véritablement ce communiqué comme un matu-vu. Pour un ministère de l'Agriculture qui se veut sérieux, on envoie, je ne sais pas, des équipes d'enquête, des gens sur le terrain pour s'assurer. On arrête l'engrais sur le terrain. On n'a pas besoin, s'ils sont sur le terrain, on n'a pas besoin de se communiquer. Non, c'est du matu-vu. Et Adam, le ministre continue, des réseaux de contrebande se développent sur toute l'étendue du territoire pour convoyer ces stocks d'engrais vers les pays voisins à travers les villages frontaliers. C'est peut-être un début de quelque chose, Adam. Non, vous savez, moi je suis d'accord avec mes confrères que ce communiqué-là a un goût d'inachevé. Parce que vous savez, lorsque le ministre dit voilà qu'il y a détournement d'engrais vers les pays voisins, il n'y a pas que ça. Moi, je situe cette responsabilité-là sur 3 niveaux. C'est vrai qu'il y a d'habitude, ce n'est pas nouveau, hein, ça, ce n'est pas un fait nouveau. Lorsqu'on sort ce communiqué-là, tout comme si c'est du nouveau, non, c'est du déjà vu, du déjà connu de tous. 1. De 2, il y a le détournement aussi d'objectifs des engrais. Mais il y a aussi certains qui créent la pénurie pour des intentions inavouées. Et moi, j'aimerais... Ouais, bon, des gens le font. C'est pourquoi, lorsque vous prenez, David le disait tantôt, vous prenez, disons, le circuit d'engrais, c'est une longue fleuve qui n'a jamais été tranquille. Et justement, c'est pour cette raison qu'il a eu donc des canaux autonomes pour la gestion de l'engrais. Mais ça n'a pas résolu le problème. C'est vrai, on crée une gestion, la CAJA, qui est l'instance indexée, et qui également gère le riz KR, qui également contribue. Et on l'a vu, à Gadazian partant, il est parti carrément donc avec cette facette-là qu'il a mis donc là où il va gérer. Donc tous ces aspects-là, vous comprenez que lorsque le gouvernement veut véritablement faire du sérieux, comme plus ou moins ce qui se fait dans les autres secteurs, nous estimons que le ministre, si ce communiqué-là doit être un premier communiqué qui doit suivre les actes doivent suivre. Puisqu'aujourd'hui, le ministre ne va pas nous dire qu'il n'a pas les moyens, si tel est qu'il a des pistes que les gens véritablement détournent. Je l'ai dit tantôt, aussi bien les engrais, les objectifs, et ce qui crée des pénuries à des fins mercantiles, comme l'a dit Marc, il a les moyens pour véritablement stopper s'il veut faire du sérieux dans le secteur. On sait que ce serait difficile. Ça a toujours été difficile parce que, vous savez, le secteur qui draine beaucoup de milliards, il y a aussi des combines, il y a des alliances qui se nouent. Les marchés de l'engrais est un marché qui est donc porté à la concurrence. Et je rappelle qu'à l'interne, ici au Togo, nous avons 2 usines qui fabriquent des engrais. Mais il n'en demeure pas moins que quand bien même que nous faisons la promotion du consommé local, qu'on ne puisse pas s'ouvrir à la concurrence. Parce qu'il y a des engrais liquides aujourd'hui qui sont là, d'autres sources d'engrais que nous ne fabriquons pas sur place. Donc eux également, lorsqu'on lance des appels d'offres, ces 2 unités-là participent à ces appels d'offres-là. N'oubliez pas également qu'il y a de la qualité. Avec ce problème-là qui a été donc soulevé au niveau du Mali, etc., font que quand bien même que nous avons des unités, il y en aura toujours rien, ce que je sens quand même qu'il y a encore d'autres également qui sont à la porte, qui veulent également installer des usines de fabrication d'engrais. Mais tout ça là contribue à participer donc à ce potentiel marché-là. Mais au même moment, c'est combien là, puisque les gens tirent des engrais, mais la qualité aussi doit être de rigueur. Puisque ces qualités-là,
Je ne dis pas ce qui est fabriqué à l'interne n'est pas de qualité, mais c'est plutôt ce qui est exporté, qui est importé, qui est de mauvaise qualité et à moindre coût. Et là, on sait que c'est là où se jouent les combines. Et je pense que le ministre, au lieu de prendre un communiqué comme ça, qui laisse perplexe, à raillerie d'ailleurs même, fera mieux de C'est vrai que c'est le second pondeur de communiqué du gouvernement. Il fera mieux. Vous voulez peut-être des décisions, les décisions tombent. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural porte à l'attention donc de tous les acteurs que la réexportation sur toutes ses formes des stocks d'engrais subventionnés par le gouvernement togolais est formellement interdite. Oh, c'est interdit, mais la spéculation continue. C'est pourquoi il faut d'abord interdire, David. Non, mais on se cadre derrière ces communiqués en fait, pour ne pas agir. Pour que demain, on ne puisse pas être responsable sur un certain nombre d'actes posés lorsque le supérieur hiérarchique va vouloir véritablement sanctionner. C'est tout ce que ça veut dire. Sinon, on sait qui spécule sur ces engrais-là. C'est pas du nouveau, je l'ai dit tantôt. Le ministre le sait très bien, tous les autres démembrements le savent très bien. Et donc, je pense que lorsqu'on veut agir, on doit agir avec des visages pour donner confiance aux Togolais véritablement qu'on agit. David, moi, je ne vous comprends pas. Le ministre connaît les personnes et puis il prend un communiqué évasif. Non, c'est la preuve de la lassitude qui gangrène ce marché-là. C'est-à-dire que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de dire les mêmes choses, de dénoncer les mêmes choses. Donc, ils s'en tirent à un communiqué. Je vous dis que l'engrais a fait partir des ministres. Le marché de l'engrais Il n'y a pas que le a Togo. fait partir Dans la sous-région, c'est pratiquement dans les monopole. différents gouvernements. Ils se connaissent, ils sont là, vivants. Alors, il faut trouver une solution à ce problème-là. Sans communiquer, j'espère qu'il a les reins solides aussi. Je ne sais pas qui est l'actuel ministre de l'Agriculture. Non, lui ne fait que des communiqués. Un communiqué chaque semaine. Il est très effacé, mais Peut-être qu'il a pour envie s'attaquer à ce marché-là. de bien faire les choses. C'est un marché très lourd. Non. Pour régler lui ce ne s'attaque problème, pas à ce marché. Lui, il fait des communiqués. Et on le courage de dire. Lui, il ne change rien dans le fonctionnement. Si, pour résoudre ce problème dont il parle, c'est très simple. Il faut assainir le marché de l'engrais au Togo. Non, il ne va pas. Qui passe les commandes? Pourquoi on les passe? Comment l'appel d'offres est composé? Quelle est l'équipe ou quelle est la commission qui étudie ces différents appels d'offres? David, il affiche l'envie là, selon vous, quels sont les pesanteurs? Si. Il a affiché l'envie de le faire. Non. Quels seront Mais les il n'a pas Il n'a pas affiché dans. Et ça s'arrête à ça. Je vous dis, ça s'arrête à ça. Je sais de quoi je parle. Moi, je connais des gens qui, dans un passé récent, n'avaient pas de société. Mais parce que le marché de l'engrais est lucratif, ils sont rapidement allés créer une société pour acheter des engrais et livrer au gouvernement. Mais tout le monde a sa main dans ce marché-là. Tout le monde mange. On dit 80 000 tonnes d'engrais que le Togo commande. Vous savez ce que ça représente en termes de chiffres? C'est beaucoup d'argent. Et on vous dit que l'engrais arrive au Togo. Après, on retrouve ces engrais hors des frontières. Mais les engrais, là, ils passent dans les airs, ils passent quelque part par un circuit. C'est quelqu'un qui les achemine. Celui qui les achemine, il est là. Les réseaux de contrebande. Voilà, ces réseaux, c'est parce qu'il y a eu ce constat qui a été fait, qu'il a sorti ce communiqué. Et vous étiez en train d'avancer un schéma. Facturation. Oui, c'est-à-dire qu'il faut assainir le marché de la commande de l'engrais. Il faut qu'on dise qui commande les engrais au nom du gouvernement. Quand le gouvernement lance un appel d'offres là, qui va aller acheter les engrais? Il les achète où? Il les achète à combien? Et comment l'engrais est convoyé, est livré au Togo? Et comment cet engrais livré est distribué aux agriculteurs? En voulant chercher tout ça, je pense que dès qu'il commencera le premier pas, le ministre là. Et Marc, pour pouvoir avancer, il faut aussi l'appui des autorités locales, des forces de l'ordre. Le ministre l'a dit, hein. C'est un travail de tout le monde. Non, vous savez, le ministre de l'Agriculture ne peut pas se targuer de ne pas avoir le soutien de la force publique ou des autorités administratives et locales. Ce soutien-là, il est là, il est permanent. Moi, je vais souvent dans les milieux ruraux et je sais que
le ministère de l'Agriculture, c'est l'un des ministères qui travaille le plus avec les communautés paysannes à la base. Ça, c'est là. Mais est-ce qu'il y a une volonté de changer, d'arrêter ces réseaux? Moi, je ne ressens pas la volonté. Tu en parlais tout à l'heure, mais moi, je ne ressens pas cette volonté. Je ressens juste un ministre qui fait un communiqué pour en fait, calmer l'opinion qui se plaint du fait qu'il y a les engrais partent et tout. Et on n'aura pas de suite sur le terrain. La preuve, l'anglais n'est pas plus disponible aujourd'hui. S'il y a des réseaux organisés de contrebande, aujourd'hui, nous avons les compétences pour traquer ces réseaux, pour les arrêter. Et un ministre qui se veut sérieux dans un gouvernement qui veut gouverner autrement ne peut pas pondre ce communiqué sans que 1-2 jours après, parce que ce communiqué-là, depuis quelques jours déjà, on n'est pas des actions concrètes sur le terrain, on n'est pas démantelé, ne serait-ce qu'un demi-commencement de réseau. Et c'est pour ça que je dis que des paroles, des communiqués, 5 ou 6 jours, c'est beaucoup. Quand on est sérieux, qu'on veut démanteler des réseaux de contrebande, 5 ou 6 jours, même si c'est un petit tricycle d'engrais. Quand le communiqué sort ainsi, ceux qui font ça, ils vont se cacher un peu, au moins 2 ou 3 jours. Non, vous savez, les gens ne se cachent pas. Des gens, ceux qui font la contrebande d'engrais ne se cachent pas. David l'a dit, les gens sont connus, les visages sont là. L'engrais au Togo, oh là là. Le problème pour moi, c'est... Je pense qu'il y a un véritable problème, et c'est ça, c'est l'approvisionnement des petits producteurs en engrais qui pose aujourd'hui un problème. Ils en ont besoin, mais l'engrais n'est pas disponible. Et pendant qu'ils se plaignent, je pense que c'est ce que le ministre a trouvé pour un jour, dire à son patron que je fais quand même le travail, c'est les réseaux de contrebande, on est en train de les traquer, on est en train de tout faire. Mais en réalité, rien n'est fait. Parce que si quelque chose est fait, je pense que nous tous, nous serons là à apprécier. Nous dirons, nous n'aurons pas eu besoin du communiqué s'il y avait une volonté réelle de changer les choses. Si quelque chose est fait, comme je le dis, nous serions en train de voir que voilà, de l'endroit de contrebande était en train de partir au Bénin, au Ghana on a arrêté, au Burkina on a arrêté. Nous serions en train de voir que tel faisait de la contrebande d'engrais pour 1 tonne, 2 tonnes, et il a été appréhendé. Mais en réalité, rien n'est fait et il n'y a aucune volonté de rien faire. Adam, on termine avec Oui, moi je pense que c'est vrai. Il serait difficile que par un simple décret, qu'on puisse donc arrêter ce marché-là. C'est tout comme la contrebande de l'essence du carburant frelaté. Très longtemps, il y a eu des unités qui sont créées, chaque jour ça se crée, etc. Mais il est très difficile de pouvoir donc l'arrêter. De la même manière au niveau de... Mais on fait des saisies tout le temps. Du marché de l'engrais sera aussi difficile. Même je pense qu'il faut des planifications, des planifications qui découragent les acteurs-là, qui sont impliqués donc dans ces contrebandes-là. Mais au même moment, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai qu'on peut avoir la volonté de pouvoir donc arrêter l'hémorragie en mettant à cette trousse les forces de l'ordre et de sécurité. Mais au même moment, n'oubliez pas qu'il y en a qui savent pertinemment que, étant donné, ils ont d'abord les moyens, ils peuvent créer une pénurie inappropriée justement pour le rattraper après. Donc je pense que il faut planifier, mettre des planifications réelles en place pour non seulement décourager, mais passer à l'acte et faire donc arrêter un certain nombre de personnes. Ça peut réellement décourager pour avoir des solutions à long terme. Merci beaucoup à vous, Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci à vous, David Diagbavi de togosite.com et Marc Agboflon, directeur de publication du site d'information Élite d'Afrique. Chers confrères, merci. Merci. On se retrouve donc la prochaine fois. Très bonne suite de vos programmes.